Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et pour ce nouvel épisode, je vous propose d'explorer ensemble les motifs cachés dans la dernière production de Pixar, l'excellente animation Alerte Rouge qui raconte l'histoire d'une adolescente aux prises avec ses transformations en panda dès lors qu'elle éprouve des sentiments un peu trop intenses. C'est un excellent divertissement destiné avant tout à un public assez jeune, c'est vrai, comme c'est souvent le cas avec Pixar, mais comme souvent avec Pixar également, au-delà du simple divertissement, ce film dispose d'une structure narrative et symbolique suffisamment élaboré pour constater l'existence d'un second niveau de lecture que je vous propose de passer en revue dans cette vidéo. Mais avant toute chose, évidemment, je me dois de vous prévenir, parce que pour vous dévoiler le sous-texte de cette histoire, je ne vais pas avoir d'autre choix que de vous la raconter, cette histoire, entièrement. Donc, si vous avez envie de regarder le film de la meilleure façon possible, la meilleure chose à laquelle je puisse vous encourager, eh bien, c'est de le regarder avant de regarder cette vidéo. Donc soyez prévenus parce que du spoil ici, il va y en avoir en veux-tu, en voilà, quoi. Bref, avant de passer à la suite des événements, je vous tiens simplement un petit peu au courant de l'actualité de la chaîne. Vous l'aurez peut-être remarqué, on publie assez peu de vidéos ces derniers temps, et c'est dû au fait que l'essentiel de notre activité est tourné vers le développement de notre animation des putains de limaces cosmiques, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. On a réussi à la financer non seulement avec un Kickstarter, mais également avec la vente d'un certain nombre de NFT, et au moment où je vous parle, on a à cœur de littéralement supplanter l'attente qui pouvait avoir été mise en place avec un budget relativement restreint. On a à cœur de faire la meilleure animation possible, quitte à ce que ça nous prenne un temps de développement supérieur à ce qu'on avait imaginé. Sachez que le projet est toujours d'actualité, qu'il est en cours, et qu'il faut juste être patient. Et puis voilà, sans plus tarder, la Gazette de l'Abîme, Alerte Rouge, les symboles cachés, tout de suite. Alerte Rouge, c'est l'histoire d'une toute jeune fille, Mei Mei, 13 ans, qui, au moment où elle entre dans l'adolescence, découvre qu'elle se transforme en panda géant dès lors que ses émotions les plus inavouables prennent le dessus. Et elle s'aperçoit également que c'est une spécificité qui se manifeste chez toutes les femmes de sa famille depuis des temps immémoriaux. Un événement qui arrive à un moment où, dans sa vie d'adolescente, tout semble se compliquer. L'existence de cette transformation en panda, elle est due à la nécessité d'une très lointaine ancêtre de se défendre, à une époque tout aussi lointaine où la chose s'avérait nécessaire. Sauf que notre adolescente, d'origine chinoise apparemment, elle évolue à Toronto au milieu des années 2000, en un lieu et à une époque dans lesquelles cette transformation en panda, elle s'avère plus gênante qu'autre chose. En effet, les femmes de sa famille sont des femmes sérieuses, rigoureuses et performantes, et elles ne tiennent pas vraiment à se laisser aller aux bas instincts exprimés par cette transformation en panda. Il est donc de coutume, depuis des générations, de pratiquer un rituel qui permet à chacune d'entre elles de se séparer définitivement de ce panda, afin de mener une vie rangée et respectable, à l'image de sa mère, à l'image de ses tantes, et à l'image de sa grand-mère. Sauf que, notre amie Mei Mei, elle se rend bien compte qu'elle apprécie ce panda. Elle apprécie la vitalité qu'il s'en dégage lorsqu'il prend le dessus, à tel point qu'elle décide de l'exploiter afin de se rendre au concert d'un boys band dont sa bande de copines et elle sont absolument fans. Oui, on parle d'un boys band, on parle d'une ado au début des années 2000. Si vous avez passé la trentaine, les amis, faites pas genre, vous savez pas de quoi on parle. Bref. La mère de Mei Mei, une femme aimante mais surprotectrice et assez peu à l'écoute des changements qui s'opèrent chez sa fille, elle voit d'un très mauvais œil sa sexualité naissante, son goût pour les garçons et l'usage qu'elle semble faire de son pouvoir. Comme toutes les autres femmes de sa lignée, elle aussi a participé au rituel de séparation d'avec son propre panda et entend bien voir sa fille en faire de même, afin de conserver la réputation de sa famille et de tout ce qui va avec. Et sauf qu'une fois le rituel venu, alors qu'il s'agit d'aboutir cette séparation d'avec son panda, Mei Mei décide finalement de le garder en elle, ce qui provoque la stupeur de sa grand-mère et de ses tantes, mais aussi et surtout la colère de sa mère qui, se sentant trahie par sa fille, explose de rage, laissant surgir son propre panda. Un panda gigantesque, égocentrique et de très mauvais poil. Mei Mei, de son côté, sous sa forme de panda, elle décide de s'enfuir du temple où a lieu le rituel, afin de se rendre au concert du boys band avec ses copines, avant que ne fasse irruption sa mère dans le stade, interrompant le concert, détruisant la scène, faisant fuir le public, avant de s'attaquer à sa fille afin de lui infliger
une putain de bonne correction. Sauf que Mei Mei ne se laisse pas faire, et elle répond aux attaques de sa mère à coups de gros mots, de postures salaces, afin de lui faire perdre connaissance au moyen d'un uppercut au terme d'un combat aussi féroce que mignon. Là-dessus, Mei Mei descend d'un cran. Elle se rend compte de ses excès, elle se rend aussi compte qu'il est désormais nécessaire de pratiquer le même rituel sur sa mère afin qu'elle aussi puisse regagner son apparence initiale. Alors elle entreprend de tirer le corps inconscient de sa mère vers le cercle tracé au sol par sa famille dans lequel le rituel doit impérativement avoir lieu. Sauf que sa mère, un panda gigantesque à ce stade du film, est trop lourde pour elle seule. Et c'est alors que ses tantes et sa grand-mère décident à leur tour d'invoquer leur propre panda afin d'unir leurs forces et de tirer ensemble la mère de Mei Mei dans le cercle. Et tout ensemble, elles finissent par y parvenir. Les conditions étant réunies, le rituel fonctionne et Mei Mei se retrouve à errer dans une forêt de bambous fantasmagorique dans laquelle elle fait la rencontre de sa mère, redevenue adolescente. Elle s'aperçoit que sa mère est en larmes. Elle parle de la colère qu'elle éprouvait à l'égard de sa propre mère, c'est-à-dire la grand-mère de Mei Mei. Et toutes deux, elles se mettent à marcher en direction des autres femmes, de façon à ce que celles-ci puissent à nouveau se séparer de leurs pandas respectifs. Tour à tour, elles passent au travers du portail qui les ramène dans le monde physique. Toutes sauf Mei Mei, qui, malgré les supplications de sa mère, maintient ses positions et refuse de quitter son panda. Et le film s'achève sur Mei Mei et sa mère redevenues complices, l'une ayant choisi de ne pas intégrer son panda, l'autre de vivre avec lui, pour le meilleur comme pour le pire. Et voilà pour ce gigantesque spoil de l'histoire de Alerte Rouge. Désolé, mais 1, je vous avais prévenu, et 2, ce spoil, il est absolument nécessaire pour comprendre la seconde lecture qui se planque dans ce récit, parce que, au-delà d'une histoire très chouette et qui se regarde très facilement, ce film aborde de façon subtile un thème bien particulier et qui constitue l'un des rouages essentiels de l'exploration psychique. En effet, derrière ce panda mignon et fluffy se cache, sur le plan symbolique, une représentation de tous les aspects réprimés de la personnalité de Mei Mei. En l'occurrence, la naissance du désir sexuel, la colère, l'envie de déconner, l'envie d'envoyer paître la respectabilité pesante de sa famille, autant d'éléments que semble fuir à tout prix sa mère, comme sa grand-mère avant elle. La famille de Mei Mei, elle semble s'être construite autour d'un certain nombre de valeurs morales, qui vont de la bonne tenue générale à la performance étudiante et professionnelle en passant par le respect des traditions religieuses de la famille à qui elle appartient. Et cette structure, jusqu'ici, Mei Mei, elle s'en accommodait plutôt bien jusqu'à ce que l'adolescence fasse irruption dans sa vie avec son lot de turpitudes, l'apparition des règles, l'envie de faire la fête, de transgresser, bref, d'exister au-delà du sérail originel et des dogmes qui l'ont façonné. Ces changements, ils prennent la forme métaphorique d'un panda. Un animal sauvage, sans éducation formelle, répondant avant tout à ses instincts primaires, le contraire en tout point de ce qui est attendu de Mei Mei, à savoir devenir une jeune femme sage, productive et élégante, comme ses prédécesseurs. Et passé une première phase d'inquiétude et de rejet, Mei Mei s'aperçoit qu'elle apprécie ce panda. Sa puissance et les sentiments auxquels il lui donne accès lui offrent la perspective de s'accomplir en tant qu'individu. Mais elle réalise également que cet accomplissement, il va fondamentalement à l'encontre des valeurs portées par sa famille, et que celui-ci ne se réalisera pas sans un affrontement avec cette structure familiale aussi aimante qu'oppressante. Et ces éléments réprimés, exprimés au travers de la figure du panda, on les appelle l'ombre. L'ombre, c'est l'ensemble des contenus psychiques qui ne correspondent pas à l'idée que l'on se fait de soi-même, ni à l'idée que l'environnement social se fait d'un individu. Et lorsqu'ils sont rendus inacceptables, ces contenus psychiques finissent généralement refoulés, plus ou moins consciemment par l'individu qui les expérimente jusque dans les parties les plus obscures et inconnues de sa psyché, c'est-à-dire jusque dans son ombre. Une sorte de poubelle psychique dans laquelle on balance toutes les sensations, tous les ressentis qui nous traversent et avec lesquels, d'une façon plus ou moins consciente, on refuse de s'assimiler. Sauf que, loin d'avoir été neutralisés, ces contenus non assimilés, ils continuent d'agir comme des mécanismes tapis dans les tréfonds de la psyché, dans des proportions et dans des conséquences d'autant plus sérieuses qu'elles demeurent rejetées, inconnues et incomprises. Et moins elles sont prises en considération, plus grand est le risque de les voir ressurgir dans des proportions bien plus importantes que ce que l'on avait initialement réprimé.
Si de prime abord, l'individu ayant refoulé ces contenus sauvages peut sembler bien sous tout rapport, il reste néanmoins confronté à un conflit intérieur non résolu qui, immanquablement, finit par ressurgir sous forme de projection vers des objets extérieurs, le plus communément sous la forme d'un dégoût, d'un mépris, d'une omission ou encore d'un ennemi. Et la résurgence de ces contenus réprimés, elle est généralement aussi puissante que l'énergie qui a été nécessaire à la répression initiale. Et c'est particulièrement clair chez la mère de Mei Mei, dont on comprend qu'elle a très tôt aspiré à devenir une jeune femme exemplaire, visant la perfection à tout point de vue, notamment sous la pression de sa propre mère. Pression qu'elle a réprimée en elle-même, avant de la projeter à son tour sur sa fille, créant ainsi une sorte de réplique transgénérationnelle d'une seule et même souffrance, celle d'avoir dû s'arracher d'une partie fondamentale d'elle-même, au profit d'une représentation sociale conforme aux règles de la bienséance. Souffrance dont on finit par percevoir l'envergure lorsque, arrivée au bout de ses capacités de femme bien sous tout rapport, elle laisse finalement s'exprimer ses propres refoulements qui prennent la forme d'un panda aussi titanesque que l'énergie qui a été nécessaire à le contenir durant tant d'années. Et ce mouvement de balancier de l'ordre vers le chaos, ou du chaos vers l'ordre, eh bien c'est encore une autre loi psychologique qui a pour nom l'énantiodromie, c'est-à-dire le mouvement d'une course vers son sens contraire. Le vieil Héraclite, qui était vraiment un grand sage, a découvert la plus merveilleuse de toutes les lois psychologiques, à savoir la fonction régulatrice des contraires. Il l'a appelée énantiodromie, la course en sens opposé, ce par quoi il entendait que toute chose, un jour, se précipite dans son contraire. C'est ainsi que l'attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c'est-à-dire la dévastation irrationnelle de la civilisation. En d'autres termes, au bout d'un héros, il y a son antagoniste. Au bout d'un chevalier servant, il y a le dragon menaçant. Au terme d'une bienséance absolue, il y a une sauvagerie tout aussi totale. Et de ce point de vue, la pérennité psychique, elle consiste à trouver un équilibre entre les polarités qui nous tiraillent en permanence d'un bord à l'autre. Ça, plutôt que la recherche d'une pureté morale, somme toute, inatteignable. Et en ce qui concerne Mei Mei, peut-être est-ce une plus grande facilité à l'introspection, peut-être est-ce le soutien de ses amis, peut-être est-ce le déménagement de sa famille vers un pays occidental plus enclin à la liberté individuelle. Toujours est-il qu'en intégrant pleinement son panda, son ombre, à sa personnalité, eh bien elle fait acte d'émancipation de son sérail familial pour accéder à la totalité de son être. Et par extension, à une vie psychique probablement plus équilibrée que celle de ses aïeuls. Qui d'ailleurs, au-delà d'une certaine rigidité de façade, comprennent bien qu'au final, peu importe le chemin emprunté. Un état de plénitude imparfait certes, mais authentique, eh bien il sera toujours préférable à une perfection de façade qui dissimulerait des tensions internes et des conflits irrésolus toujours plus intenables. Et ainsi, en transgressant les couches superficielles des conventions sociales imposées par sa famille, en se connectant de façon permanente à son panda, Mei Mei renoue avec une ancestralité plus profonde, plus authentique, celle de sa très lointaine aïeule qui a initié l'existence de ces pandas au sein de sa lignée. En somme, en s'acceptant telle qu'elle est jusque dans ses parts les plus inavouables, qui restent des parts inavouables mignonnes, hein, on parle quand même d'un film de Pixar, eh bien elle renoue un lien jusqu'ici rompu avec sa nature profonde. Selon Jung, il n'y a pas de lumière sans ombre, et de la même manière, il n'y a pas de totalité psychique sans imperfection. L'accomplissement de l'individu ne réside pas dans le fait d'atteindre un idéal préfabriqué par la structure sociale de laquelle on est issu, mais plutôt de se réaliser pleinement à travers ses parts de lumière comme ses parts d'ombre. Parce que la perfection, c'est un état statique, sans évolution possible. C'est plutôt dans l'imperfection que l'on trouve l'opportunité de progresser. C'est plutôt dans l'imperfection que l'on trouve l'opportunité d'ascension. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire occasionnellement de plonger dans les parties les plus obscures de sa personnalité afin de les intégrer à notre totalité, sous peine de devenir une figure d'apparence parfaite peut-être, mais vidée de toute substance et prête à tout instant à se briser. C'est la fin de cette vidéo, donc comme d'hab, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la page de la Gazette de l'Abîme. Souvenez-vous que vous pouvez aussi nous filer un coup de main financier grâce à notre page Tipeee et grâce à tous les liens que vous trouverez en description de cette vidéo. Il y a plein de manières différentes de nous aider et c'est grâce à votre aide qu'on peut continuer à faire notre travail. Donc n'hésitez pas et pensez-y. Et puis d'ici la prochaine vidéo, les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.